Bonjour Axel, merci infiniment de m'accorder cette interview. Comment vas-tu? Très bien, un peu mieux. J'étais fatigué ces derniers mois, mais là ça va mieux. Bon bah génial, Voilà. super. Écoute, à l'aube des JO, je te le disais, je suis ravie d'accueillir au micro des athlètes de haut niveau pour me parler de leur expérience. Et aujourd'hui, on va parler sport mécanique, natation, Ouais, et beaucoup de surtout, sport. voilà, et surtout mindset, je pense aussi, parce Ouais. que je suis hyper admirative, comme je pense beaucoup de personnes, de tout ce que tu as accompli, et surtout de la résilience et la détermination qui te caractérisent. Oui. Alors, je te préviens, je ne te laisserai pas quitter cette pièce avant de m'avoir transmis tous tes secrets et d'où te vient cette J'en force garde quand même pour moi. et cette énergie. Donc, on va en parler plus en détail. Mais pour démarrer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire qui tu es, que fais-tu pour nos auditeurs et auditrices? Alors donc moi je suis Axel Alétru. J'aime bien me décrire souvent comme l'homme aux plusieurs vies. Comme tu l'as décrit, beaucoup de sport depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé par d'abord le BMX où j'ai été 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. J'ai ensuite troqué mon vélo pour une moto afin de réaliser mon rêve de l'époque qui était de devenir pilote professionnel. Donc c'était vraiment mon leitmotiv depuis tout petit. Et en 2010, j'ai eu cette opportunité de pouvoir intégrer une équipe, l'équipe KTM, donc qui était basée en Autriche pour participer au championnat du monde. Donc j'ai tout de suite performé, des bons résultats pour l'équipe et moi. Et malheureusement, tout a basculé sur le Grand Prix de Lettonie en date du 27 juin 2010, où en une fraction de seconde, je perds l'usage de mes jambes. Donc je passe de pilote professionnel à personne handicapée. Donc évidemment un choc brutal. Je pense qu'il y a toujours plus dur dans la vie, mais à 20 ans, c'est quand même un traumatisme qui est assez conséquent. Et de là s'ensuit un parcours où je décide de me reconstruire déjà en rééducation, puis ensuite dans le sport, dans la natation handisport. Et je deviens 12 fois champion de France, vainqueur des Jeux européens. Je gagne ensuite le Dakar dans la foulée, on y reviendra. Et dernier défi en date, avoir pu faire le départ avec les valides du l'Enduropal du Touquet, course qui m'était chère dans ma région. Rien que ça. Voilà. Ok. Et ben écoute, on est parti pour 3 heures. Voilà. Non, je rigole, mais écoute, j'ai vraiment hâte que tu détailles toutes ces performances. Dis-moi, moi j'aime bien revenir un petit peu au point de départ. Donc effectivement, tu t'expliquais que depuis tout petit, t'as été intéressé par les sports mécaniques. Comment le motocross est rentré dans ta vie? Vers quel âge tu te lances dans la compétition? Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, t'as grandi en étant quel type de personnalité? Plutôt compétiteur, fonceur, timide? Ouais. Alors j'ai mes parents qui c'est marrant, on me pose souvent la question en ce moment, mais ça a commencé parce que mon père faisait un peu de moto, enfin un peu beaucoup même, et du coup j'avais l'habitude d'aller accompagner sur les terrains, d'aller sur les entraînements, et donc je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit. Mais est-ce que mon caractère, j'étais quelqu'un de, j'ai pas envie de dire fonceur parce que c'est quand même quelqu'un de raisonné, je dirais plus quelqu'un en recherche de performance et toujours vouloir être le meilleur entre guillemets. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui me caractérise depuis tout petit et ça se dessine déjà un petit peu dans la cour de récréation à l'époque où je voulais sur des jeux assez basiques déjà gagner et gagner face à mes camarades quoi. Du coup ça commençait déjà là, ouais. Ouais, donc c'est un peu ça que je voulais comprendre, mais effectivement, t'as toujours cette âme un peu de compétiteur, de quand même d'être le premier en toi. Donc, tu te lances dans la compétition. C'est ça. Et est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu plus en détail ce qui se passe en Lettonie et ce shift en fait, c'est vrai, avant d'en arriver là aujourd'hui et d'avoir un peu d'être un exemple et d'avoir cette résilience, j'imagine qu'elle arrive pas du jour au lendemain. Donc tu le dis, il y a des étapes pour se reconstruire, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer et ce qui a été un peu tes moteurs aussi dans cette reconstruction? Alors c'est plein de facteurs. Comme je le dis souvent, on ne naît pas résilient, mais on le devient face à l'adversité. Alors quand tu es athlète de haut niveau, déjà tu fais face à de l'adversité par rapport à. Alors je dis pas que tout le monde ne fait pas face à l'adversité, mais nous un peu plus, avec les échecs, avec les blessures, avec les remises en question, avec
la remise en question sur la performance, etc. Donc j'ai baigné dedans un petit peu déjà depuis le plus jeune âge. Et c'est vrai qu'après, avec l'accident, bah là, c'est le traumatisme le plus gros, en tout cas, où là, bah évidemment, je dois complètement apprendre cette fameuse résilience. Alors, je suis pas tout de suite. C'est important de dire que je ne suis pas dans la rancœur, que j'en ne veux pas à la moto. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que tant qu'on n'a pas accepté, on peut pas avancer, Exactement. voir le futur. Et donc, c'était important pour moi de très vite accepter cet accident. Alors, je pense qu'au début, j'ai pas forcément tout de suite accepté, mais je suis plutôt parti dans un combat où j'avais pour objectif d'essayer de retrouver le maximum d'autonomie. Et à un moment donné, la façon dont je dirais que j'ai accepté un petit peu ce qui m'est arrivé, le handicap, c'est un peu bateau comme ça, une phrase bateau, mais je suis arrivé alors j'étais enfermé en centre de rééducation pendant 7 jours sur 7, et un jour j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer chez moi le week-end, et je me suis allongé dans l'herbe, et le fait de ressentir un peu ce bonheur mental, bah je me suis dit punaise, finalement malgré le handicap, bah je vais pouvoir être heureux dans ma vie. Et ça a été un énorme déclenchement pour beaucoup de choses. Et je dirais que de là, après, j'ai mis en place cette résilience. Et pour que les gens puissent comprendre et sentir un peu ce que je dis, en fait, ce bonheur, peut-être que tu l'as expérimenté ou non avec le Covid, mais tu sais, on était enfermés, confinés pendant un petit moment. Et je sais pas, mais je pense que bon nombre de gens, juste sortir, aller faire ses courses, bah c'était un moment où tu sentais une adrénaline, un moment de bonheur, parce que c'était le truc de la journée, alors qu'aujourd'hui tu vas faire les courses, ça va te faire chier quoi. Alors que tu reviens en confinement, bah c'était un moment de bonheur. Quand on te prive de quelque chose. Voilà. Donc là, le fait de pouvoir juste retortir chez moi et être dans le jardin, j'ai eu ce moment de bonheur et ça m'a permis de me prendre conscience que le bonheur, on pouvait le trouver dans les choses simples. Ouais. Et de là, s'ensuit tout le parcours de reconstruction en rééducation. Et alors, dans tout ce parcours, par quelle étape ça passe finalement? Est-ce que tu peux nous raconter? Donc, tu fais de la rééducation. Tu veux dire le parcours rééducation ou le parcours résilience rééducation, mentale? Déjà physique. Plus rééducation. Ouais. C'est plus profond que ça parce que là, on est sur un parcours de vie où évidemment t'as un objectif qui est assez conséquent. Donc moi, c'était de remarcher. Les médecins posent un diagnostic où je ne remarcherai probablement jamais. On est dans l'interrogation complète et ce qui est difficile, c'est de se projeter parce que la science n'a pas assez évolué en 2010 et encore en 2024. Personne pourra te prédire l'avenir en disant tu remarcheras dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou peut-être jamais. Donc ça, c'est difficile parce qu'à 20 ans, tu te dis dans ta tête, est-ce que tu vas devoir te battre contre un mur pendant 5 ans de ta vie, sacrifier 5 ans de ta vie pour te dire que peut-être ces 5 ans, ça sera à la poubelle parce que tu auras rien récupéré. Ou d'un autre côté, tu te dis, peut-être vaut-il mieux pas accepter ce qui m'est arrivé, le fauteuil, pour vite rebondir ensuite et me reconstruire socialement, physiquement. Donc t'es partagé entre 2 chemins. Ouais. Et là, pour être à mi-chemin, je me suis dit, je vais prendre 2 ans de ma vie, où sur mes 2 ans de ma vie, je vais faire le maximum pour essayer de récupérer, et au bout de ces 2 ans, je ferai le bilan, et je verrai si j'accepte ou non ce qui m'est arrivé. Mais au bout de ces 2 ans, je n'aurai pas de regrets pour la suite, c'est important, et ne pas avoir de regrets pour la suite à 22 ans pour le reste de ses jours, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est clair. Et donc, je me suis parti pour 2 ans de rééducation. Il s'avère qu'au bout de quelques mois, j'ai les prémices de quelques petits muscles qui commencent à récupérer sur la cuisse de gauche, puis ensuite sur la cuisse de droite. Et ensuite, j'ai une première victoire où j'arrive à me mettre debout dans l'eau. Alors, dingue. Ça, c'est fou. Je sais pas, parce que parfois, certains invalides ont du mal à s'imaginer, mais pour moi, me remettre debout dans l'eau pour la première fois, c'était une énorme victoire. Et c'était fou. C'était important pour moi, pour les gens qui m'entouraient, pour ma kiné. C'était un espoir, qui était assez conséquent. On s'est ensuite rendu compte que finalement on avançait doucement, mais on avançait et que on était sur le bon chemin. Et donc c'était une victoire qui a été importante à célébrer. Ouais. Donc alors quand je dis debout dans l'eau, c'est debout dans l'eau avec les barres parallèles d'une part et de l'eau jusqu'au cou. Mais c'est vrai que ça a été un moment qui a été important pour moi.
que tu as été hyper portée aussi par ton entourage. Ça se passe comment à 20 ans? Tu as tes potes qui sont qui étaient là, qui sont toujours là. Tu as ta famille qui te porte. J'imagine que le poids aussi de tes proches, ça t'aide. Alors effectivement, c'est important d'avoir la famille, les amis. Les amis, je les ai un peu moins parce que moi, alors j'ai mes copains d'enfance toujours. Mais j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, donc c'est des copains un peu internationaux. D'accord. Oui, ils sont encore sur leur compétition, sur les grands prix. Ils peuvent pas forcément se taper, 800 km pour venir me voir. Ou ils vont le faire, mais pas tous les jours. Donc c'est surtout la famille. Bien que après la famille, on est sur du domaine médical, donc la famille comprend pas forcément. Mes parents peuvent comprendre, mais c'est quand même un domaine technique et donc, mis à part m'encourager, rester positif, ça reste compliqué pour eux. Et c'est même plus compliqué pour eux parfois que pour moi, parce qu'ils restent spectateurs d'une situation où ils ne peuvent pas faire grand chose, mis à part m'encourager. À un moment donné, les encouragements, on en vient à bout, on s'essouffle. Donc ça quand même, c'est difficile pour eux. Je vais pas dire plus, mais c'est quand même très très compliqué. Je suis fils unique, donc voilà, on se repose que sur moi. Enfin voilà. Moi, la moto, c'était mon job, ma famille, mes amis, mon sport. C'était aussi, ça a impacté l'environnement, les parents, parce que j'étais impliqué vraiment à 200%. Donc là, on se retrouve avec une vie qui change littéralement. Bien sûr. Et alors, tu retrouves cette mobilité dans l'eau. Ma transition m'amène à la discipline vers laquelle tu te tournes. Alors, raconte-moi pourquoi la natation à ce moment-là, en 2011? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai toujours aimé la natation. J'ai une énorme envergure de bras, 1m97 presque. Donc, du coup, c'est important. C'est quelque chose qui est important pour nager parce que j'ai le corps et je veux dire s'adapte beaucoup à. Mon corps est propice à être nageur plutôt qu'à être, j'en sais rien, boxeur où il faut être plus petit ou être agile. Donc, du coup, j'ai voulu me lancer dans la natation d'une part. Pour ça, d'autre part parce que l'eau, c'est un environnement où je me sentais flotter, je me sentais libre. Il y avait pas de différence avec les autres nageurs. Faut savoir que quand moi je suis encore en fauteuil, donc pour le sport, c'est soit du handisport en fauteuil, soit dans l'eau où il y a aucune différence. Et ça me plaisait bien. Voir d'abord un athlète et après le handicap. Tu vois, on me voit nager, performer, et le mec me voit sortir de l'eau et me mettre sur mon fauteuil. Et il se dit, mais, ah ouais, en plus, il est en fauteuil roulant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et voilà, du coup, je me lance dans la natation handisport dans le but d'aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Je remporte beaucoup de titres, donc je deviens 12 fois champion de France, vainqueur des European Master Games. Et donc c'est 5 ans de natation, hein, donc c'était un objectif qui était conséquent parce que, si tu préfères, pour former un nageur, je sais pas si tu nages un peu. Peu, pas du très tout. peu. C'est mon domaine. Voilà, je demande parce que parfois j'ai en face de moi des nageurs ou voilà, ex-nageurs. Et en fait, pas, s'il te plaît. Comment? Ne te moque pas, s'il te plaît. Non, parce que parfois, pour les gens qui vont écouter ou regarder, je vais dire mes temps, c'est important. Et donc, c'était 5 ans, un objectif de 5 ans où je devais me qualifier pour les JO, apprendre à nager avec les bras, me qualifier pour les JO et décrocher une médaille. Donc, je peux dire que 5 ans pour tout ça, c'est vraiment un timing qui est très, très serré. Donc, je devais monter une équipe. Donc, il y a beaucoup de gens pour monter l'équipe, déjà, il faut qu'il y ait des gens qui croient en toi. C'est un premier step. Et pour que les gens croient en toi, tu vas les voir, tu leur proposes le projet, mais eux te disent, mais oui, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Bah là, moi, je leur disais de la moto. Mais là, ils te disent, bah attends, tu faisais de la moto, tu veux faire la natation, ça a strictement rien à voir. Je leur dis, oui, mais moi, je vais m'impliquer à 200%. Et donc, ça n'a pas été facile de convaincre les gens parce qu'on part de zéro, parce qu'eux vont devoir s'impliquer dans un projet qui va être quand même assez lourd. La natation, c'est à peu près 12 entraînements par semaine, donc c'est en bi-quotidien, 6 jours semaine, plus la musculation entre les deux, plus la kiné, donc plus les stages, donc il y a beaucoup de sacrifices. On est dans le handisport à l'époque, c'est pas forcément des gens qui sont professionnels, donc ils sont bénévoles dans ce projet, donc ils m'accompagnent comme ils peuvent, etc. Donc du coup, j'arrive tout de même à monter une équipe, 5 personnes dans l'aventure. Et ensemble, on va très vite progresser et
Et oui, on réussit ces 12 titres de champion de France, trois records de France aussi, sur 50 mètres papillon, 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. Donc ça a été assez... ouais, ça a été génial. C'est impressionnant. Et toi, tu te découvres finalement, parce que je sais pas si la natation faisait aussi peut-être partie de ta vie dans les entraînements avant quand tu faisais de la moto. Un petit peu, si. Ouais, donc t'avais quand même... Et j'avais déjà remarqué que j'étais pas mauvais nageur. Ah, c'est ça. Donc tu as développé des compétences que t'avais et tu t'es rendu compte que tu pouvais... Alors, pour la petite anecdote, quand je vais... moi, je pensais savoir nager. Et quand je vais à mon premier entraînement, je plonge je me jette dans l'eau, j'arrive pas à plonger. Je fais 50 mètres aller, 50 mètres retour. Et là, j'avais dit juste avant d'aller dans l'eau à la coach que je voulais être champion olympique dans 5 ans. Et là, elle m'avait pas cassé le moral. Et là, elle me dit, mais attends, tu sais pas nager. Et là, je dis, mais si, je sais nager. Elle me dit, mais non, ça, c'est pas nager, Axel. Et là, je redescends et je me dis, putain, le challenge va être quand même ambitieux. Tu reprends tout à zéro. Et là, il va falloir tout reprendre à zéro. Et je me dis que ça va être un parcours qui va être très long. Donc, c'est assez... ouais, tu te dis qu'il va y avoir du boulot. Et là, tu te dis, 5 ans, c'est rien finalement. Et tu te dis, bah, il faut constituer la meilleure équipe. Et c'est de là où je vais constituer cette équipe et emmener des gens avec moi, des partenaires, etc. Mais en fait, j'ai pas pu aller à Rio 2016. Ah, mais c'est intéressant que t'expliques aussi. Moi, je trouve ça dingue. C'est tellement compliqué le handisport avec des classifications qui vont de S1 à S10. S1, c'est très handicapé. S10, c'est très légèrement handicapé. Et en fait, moi, pour la petite histoire, on m'a changé de catégorie de handicap quelques mois avant les JO. Et donc, c'est vraiment compliqué parce que même nous, athlètes, on a du mal à comprendre ces classifications qui sont réalisées par des classificateurs internationaux. Donc, j'étais d'abord classifié dans une catégorie, puis ensuite dans une autre, puis on m'a remis dans la bonne, puis on m'a rechangé au dernier moment. C'est plus quelque chose de politique et qui va au-delà de l'aspect sportif. Je suis pas le seul dans ce cas. Il y a d'autres nageurs français ou américains ou autres qui ont des problèmes là-dessus. Et donc, malheureusement, j'ai été mis dans la catégorie supérieure avec des gens qui ont un handicap beaucoup plus léger que le mien. Forcément, ça te met en difficulté. Donc, je pouvais rien faire. Donc, en fait, clairement, moi, je peux pas plonger. Là, j'étais avec des nageurs qui pouvaient plonger. Mes distances, c'est le 50 mètres. Donc, rien qu'au start, je perdais déjà 7 secondes. Ouais. Donc, ça avait littéralement, voilà, plus rien. Ok. Et alors, malgré tout, dans toutes ces performances-là, t'as quand même les sports mécaniques qui te restent, voilà, dans un coin de ta tête parce que c'est dans ton cœur, exactement. Donc, tu te lances dans un nouveau défi. Oui. Et alors là, raconte-nous comment on fait pour remporter le Dakar et pour se préparer. Ah tiens, j'aurais dû ramener ma médaille. Ah, pas pensé. Bah oui, ça aurait été sympa. Ouais. C'est dommage. Mais comment on fait, voilà, pour remporter le Dakar? J'imagine une préparation, enfin, aussi que ce soit technique avec la voiture, enfin, être capable, enfin, moi je vois ça, j'imagine que tu tombes en rade au milieu de rien. Comment tu gères? Donc, tu te lances dans le Dakar aux côtés des valides et en plus, bah, tu te retrouves le premier si Français. Tu préfères, alors déjà, suite à ce changement de classification, je suis un peu dégoûté du handisport. D'accord. Donc je change de catégorie. Je change de sport, pardon, et je me dis que de toute façon, je pourrais plus rien faire. Donc clairement, j'aurais beau m'entraîner tout ce que je veux, je ne pourrais pas accéder à des performances avec les nageurs dans la catégorie avec laquelle je suis. Donc je me dis que c'est fini et que je vais changer de sport et j'ai envie de prouver aussi que malgré le handicap, je peux aller challenger des valides. Et donc j'ai dans un coin de ma tête ce Dakar qui est important pour moi parce que j'ai toujours suivi depuis tout petit, parce que c'est les sports mécaniques, parce que c'est une aventure qui est extraordinaire. Pour rappel, les gens qui n'ont pas suivi le Dakar, c'est le rallye le plus dur au monde. 10 000 kilomètres à parcourir en presque 15 jours, des variantes de température qui sont extrêmes. Ça va de moins 5 degrés à plus 45 degrés, du sable, des dunes, des cailloux. Enfin, vraiment, c'est des conditions. Si tu le termines, en tant que valide, tu as une médaille, justement, la médaille où il est marqué le héros, tu vois. Ah oui, d'accord. Et là, je me dis, pourquoi pas réaliser ce rêve, non pas en 2 roues, mais en 4 roues en voiture. Ça sera plus approprié à mon handicap. Et donc, je décide de me lancer dans cette aventure. Ok. Alors, quand tu décides ça, tu dis, bon, il me faut un associé aussi pour me lancer. Tu veux dire un associé? Une équipe, en tout cas, un copilote. Voilà, un copilote. Donc, c'est beaucoup de... Donc, oui, je redémarre à zéro, encore une fois. Tu relances une équipe. Un peu moins de zéro, parce que finalement, c'est un monde un peu que je connais par rapport au motocross.
j'ai quand même des synergies, des gens qui faisaient de la moto qui sont après passés dans le Dakar ou ce genre de choses. Donc je pars tout de même pas de zéro, mais je décide de quand même monter ma propre équipe. Donc 25 personnes dans l'aventure, avec des logisticiens, des ingénieurs, des porteurs d'eau. Enfin vraiment c'est un gros projet. Et donc là, premier challenge, toi qui étais dans la communication, lever les fonds. Voilà. Donc c'est quand même assez conséquent, un demi-million d'euros à lever. Donc faut aller chercher pas mal de partenaires. Ouais. Donc on monte un plan marketing, etc. Un slogan, d'ailleurs j'ai encore la casquette hashtag je peux 2020. Exactement. Donc le but c'était démontrer que derrière l'impossible se cache toujours l'impossible, démontrer qu'on soit étudiant, entrepreneur, manager, mère au foyer, personne handicapée, on a tous des rêves, des challenges, des ambitions au quotidien, mais qu'à travers ces challenges, on a tous un chemin qui est compliqué, sinon ce serait trop facile, mais on a tous les ressources mentales pour y arriver. Donc voilà, je décide de monter ce slogan pour partager ce message en plus de la performance et du rallye que je vais faire, pour que les gens puissent se reconnaître aussi dans tout ça à leur niveau, attention. Bien sûr. Chacun son niveau. Et alors, comment ça se passe? Remets-toi un petit peu dans le mood au volant, dans ta voiture pendant tout ce périple et toute ce challenge-là. Tu passes, j'imagine, par beaucoup de choses, que ce soit dans la motocross, mais aussi sur le parcours du Dakar. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu ressens? Par quoi tu passes? Comment tu gères? Quand je suis dans la voiture, déjà parti, ouais. C'est ça. Ligne d'arrivée, pendant. Enfin, qu'est-ce qui se passe en toi? Compétiteur dans l'âme. Alors, le Dakar, c'est, comme je l'ai dit, le rallye le plus dur au monde. Donc, du coup, il faut savoir à la base, je m'étais dit, déjà, si on va au bout, ça peut être juste extraordinaire parce que il y a tellement de paramètres, parce que il y a mon handicap. Moi, j'ai perdu 80% des muscles des jambes, donc il a fallu réadapter une voiture pour que je puisse accélérer, freiner avec des commandes au volant, aussi au pied. Il a fallu avoir un siège baquet spécifique. Il a fallu adapter des choses sur le bivouac. Tu m'as vu arriver en béquille, mais tu vois, quand tu reviens d'une journée de 12 heures de voiture, t'es mort. Et du coup, j'ai envie d'être en fauteuil et me poser, enlever les attelles que j'ai aux pieds et être libéré. Il fait très chaud, tout ça en plus. Sûr. Donc du coup, il a fallu adapter beaucoup de choses. 70% du travail, la réussite de ce Dakar, c'était, je pense, avant. Évidemment, il y a toujours des choses qui ne sont pas anticipées parce que c'est comme ça, mais en tout cas, la logistique, c'était un gros travail. Et donc, quand j'arrive sur ce Dakar, il y a eu tellement d'énergie pour aller chercher les partenaires, jusqu'au dernier, les 25 décembre, je crois que j'avais toujours pas les partenaires. Ah oui. Donc, c'était hyper chaud. Et d'ailleurs, il y a un mec, je me souviens, qui m'a envoyé un texto à minuit le jour de Noël pour me dire, tiens Axel, un mec que je connaissais pas, je te mets autant. Et là, j'ai halluciné, je connaissais jamais le mec, je sais pas comment il a trouvé mon numéro. Et ça m'a sauvé le Dakar, quoi. Donc c'est fou, ouais, c'était game changer, le mec. Ça a été une belle beau cadeau de Noël. Un beau cadeau, ça a été une belle surprise. Ouais. Je m'attendais pas à ça et je sais pas s'il était à l'arrache et il m'a fait ça au dernier moment, ce qu'il avait vu à la télé que je partais au Dakar. En tout cas, c'était quelque chose de sympa. Et du coup, quand on part au Dakar, on se dit ça, c'est déjà une victoire. Être au départ du Dakar. On se rend pas compte, mais être au départ, c'était fou. Donc on est au départ et là je me dis maintenant déjà ça serait pas mal de pas flinguer les 1 demi-million d'euros à la première étape pour les partenaires. Donc on va prendre les choses étape par étape tranquillement. Chose nouvelle pour moi, je ne suis plus seul dans la voiture mais en duo. J'ai, comme tu le sais, pris des risques toute ma carrière dans le BMX, le motocross. La natation, c'est des sports individuels, même s'il y a une équipe derrière, mais on est seul à prendre les risques. Et donc là, je me retrouve avec un copilote avec lequel je vais devoir prendre les risques ensemble. Donc, je suis responsable de lui parce que je suis au volant. Il est responsable de moi parce que lui me donne les notes. Donc, on fait un duo. Et donc, c'est difficile pour moi parce que j'ai un petit peu peur de culpabiliser sur le fait de peut-être faire un accident et le blesser parce que je vais m'en vouloir. J'ai peur de aller peut-être trop vite par rapport à ses notes, peur qu'on
voilà, on est en duo, on se connaît pas vraiment parce qu'on a fait juste un petit rallye ensemble avant. Et là, on va faire un couple. On est 12 heures par jour en voiture ensemble. Ouais, ça crée des liens. Tu vois, mais ouais. Mais ça peut péter, tu peux... s'il fait des erreurs, comment je vais réagir? Est-ce que je vais bien le prendre? Est-ce que lui, il va mal le prendre si je me trompe? J'en sais rien. T'es un sanguin ou... Moi, non, je suis quelqu'un d'assez posé, ça va, mais je peux péter les plombs. Il faut remettre le contexte parce qu'on est sur le Dakar. On est sur des conditions extrêmes, on est très fatigué. En plus. On a la pression, on a la peur. On n'est pas sur une petite balade de tourisme à deux en se disant bah tiens c'est beau à droite à gauche là. Non. Là on doit performer. Ouais. Et ouais du coup là moi je veux performer et donc j'ai un peu cette appréhension et du coup je décide de vraiment prendre les choses étape par étape et finalement bah tout doucement on apprend à se connaître et on fait une première bonne étape puis une deuxième puis une troisième puis une quatrième. Alors il y a eu des hauts des bas, il y a des moments donnés où j'avais envie de lui foutre mon poing dans la gueule, clairement. Il s'est trompé plusieurs fois, mais j'ai fait des erreurs aussi, donc c'est comme ça. Mais je me souviens à un moment donné, dans la voiture, je parlais plus. Tu vois, normalement, on a les micros où on parle. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle des waypoints à aller chercher. Donc des waypoints, c'est des points virtuels que tu dois aller biper avec une balise que tu as dans la voiture. Et à chaque point, tu vas après t'enchaînes les points. Et lui me donne les fameuses notes pour aller chercher ses waypoints. Donc c'est un cap à suivre. C'est ça peut être une montagne, ça peut être enfin plein de choses quoi, une dune, etc. Et donc c'est cap 180 pendant 3 kilomètres, etc. Et à un moment donné, je vois que on double un concurrent qui était un peu plus sur ma droite et j'ai l'impression que je trouvais ça bizarre que le concurrent vraiment se mette à droite pour prendre la corde et moi je vais vraiment à fond sur la route. Et là, 5 kilomètres plus tard, il se rend compte qu'on a loupé le waypoint et un waypoint de loupé, c'est 10 minutes de pénalité. Ou même, je sais plus si c'est 10 minutes ou une demi-heure. Enfin, c'est énorme. Ah quoi. ouais. Je crois que c'est même une demi-heure. T'as pas envie de l'avoir, 15 cette minutes. pénalité. Enfin, ça a changé entre deux. Donc voilà. Enfin bref, c'est une énorme pénalité. Alors que t'es passé 10 mètres à côté, quoi. Faut savoir que t'as les, t'as les boules. Donc du coup, là, on était en plus dans la montagne. Donc faut faire demi-tour dans la montagne, un petit chemin. Donc on doit revenir à contresens. Donc on revient à contresens pendant 5 kilomètres avec des camions, des voitures, la poussière, hyper dangereux. Ouais. Moi qui essaye de prendre le minimum de risques. Donc on va chercher ce fameux waypoint. Donc c'est une erreur. Bref, voilà. Donc là, je suis déjà énervé. Et donc là, je décide de me reprendre et je me dis ça arrive, etc. Et là, il y a encore une deuxième erreur où il fait encore une deuxième erreur dans le roadbook. Et là, littéralement, une erreur énorme. Et là, je pète les plombs. Et là, je pète les plombs. Là, je lui dis, écoute, ça fait 8 mois, 1 an, 2, même plus, 1 an et demi que je prépare ce projet. Là, c'est des erreurs d'amateur. Et je pète un câble, vraiment, je pète un plomb. Ouais. Et là, je lui parle plus, quoi. Donc, il me dit les notes encore, mais je lui parle plus. Je dis, de toute façon, on a perdu énorme et tout. Là, il sent que je suis vraiment énervé. Et c'est vrai que la veille, tu sais, il y a eu un décès d'un des pilotes de moto et c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et je pense que il me l'a dit après, ça l'a troublé et ça l'a un peu secoué. Donc voilà, on s'entend très bien. Il y a juste eu ce pétage de plomb, c'est normal. C'est des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais on a quand même réalisé l'impossible parce qu'on termine ce Dakar et on gagne notre catégorie en T4. Donc ça a été une première historique au Dakar. C'est jamais fait. Ouais. Personne en situation de handicap n'a jamais gagné le Dakar devant les valides en tant que pilote. Donc ça a été une énorme truc de fou quoi. Franchement fou. Et c'est hyper intéressant cette anecdote parce que tu te rends compte que voilà, dans toute performance, il y a quand même un humain derrière. Donc quel qu'il soit, même si t'es conditionné, même si tu t'es préparé, t'as les aléas du direct, comme on dit, et tu dois gérer avec ça. Et toi, justement, avec tout ce que t'as traversé en tant que sportif, mais aussi de ce défi de la vie, tu dois certainement te connaître extrêmement bien. Non, j'essaye. Et alors, et j'imagine que c'est ça que tu mets en pratique justement pour tous les défis que tu relèves. Maintenant, comment tu dirais que tu gères et que tu appréhendes la peur? Comment elle fait partie de ton quotidien? Comment tu gères la pression dans ces moments-là? T'as des process, t'as des tips, c'est toujours des questions un peu pièges où je pense que tout le monde réagit différemment selon
ses croyances, selon son éducation, selon son expérience de vie. Quand tu poses cette question, les gens, en regardant, se disent « Punaise, on a hâte de voir la réponse qui va être la recette magique. » Il n'y a pas de recette magique, j'ai envie de dire. Le truc, c'est que, d'une part, j'ai appris à gérer cette pression ou la peur depuis tout petit parce que j'ai emmagasiné énormément d'expériences à travers le BMX, qui est un sport extrême, à travers le motocross. J'ai ensuite eu cet accident qui m'a fait prendre une prise de hauteur assez conséquente avec à 20 ans. Quand tu perds l'usage de tes jambes, je peux dire que tu as une maturité qui est décuplée. Et donc, tu vois les choses différemment. Et donc, tout ce combo de choses fait que dans ton mindset, quand tu fais face après à une problématique ou autre chose, tu réagis différemment. J'ai pas forcément un tips précis. Moi, je dirais que j'ai cette maladie de... Je suis monsieur, comment on dit, je m'en foutise. Oui. Voilà, tu vois, je m'en fous de tout. Alors... tu réalises après, toi, c'est ça, tu fonces et après tu dis. Non, mais je suis réaliste. Ouais, c'est vrai, comme le Touquet, là, après, je me dis, ouais, c'est quand même ouf ce qu'on a fait, mais j'étais quand même bien préparé. C'est quelque chose de réfléchi. Mais tu vois, quand je suis arrivé au Dakar, je me suis dit, de toute façon, voilà, moi, je vais être là pour... on a préparé ça comme il fallait. Je sais quels sont les risques. Je vais tout faire pour les minimiser. Et aujourd'hui, que je fasse dernier ou premier, je vais pas dire que je m'en fous, mais c'est pas une question de vie ou de mort. J'ai vécu beaucoup plus grave dans ma vie. Donc finalement, on est là pour prendre de plaisir et faire ce qu'on aime, tu vois. Et je pense que quand t'es dans cette démarche-là, déjà, t'as une prise de hauteur qui est complètement différente. Le prisme est différent. Si tu reviens dans la moto, avant, si j'avais un mauvais week-end, je faisais des mauvais résultats, j'étais au fond du trou et fallait faire coûte la performance. Et aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, je prendrais les choses différemment et ça changerait beaucoup de choses sur la pression, sur la prise de risque, etc. Ouais, tu relativises beaucoup. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais c'est difficile. Je vais aller titiller pour je vais aller chercher. Voilà, après, j'utilise beaucoup cette fameuse technique de la visualisation qui te permet de préparer mentalement. Est-ce qu'elle permet de réduire la pression ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un outil que j'utilise au quotidien pour anticiper ce qui peut se passer. Donc, je fais beaucoup de visualisation mentale. Donc ça, c'est un vrai outil, parce que c'est vrai que moi, qui suis pas eu de sportif de haut niveau, je sais que je sais qu'il y a cette technique de visualisation. Les tennisman, voilà, moi c'était beaucoup dans ma famille plus le tennis, donc ils visualisent leur match. Tu visualises ta route, ta conduite. Donc toi, tu t'es éduqué à ça, et effectivement, c'est une technique qui pour toi je vais pas dire fait ses preuves, fonctionne, mais en tout cas... si, elle fait ses preuves, si, clairement. Et ça existe, et ça fonctionne, et c'est pas du superflu. J'ai fait une émission avec Michel Simès et Adrien Carambeu, Le pouvoir extraordinaire du mental, où ensemble, on a démontré qu'avec la visualisation créatrice, on pouvait avoir des résultats concrets. Sur ton corps, sur ta vie personnelle, professionnelle, sur des objectifs. J'invite les gens à aller la revoir, la rediffusion. Parce que ce serait très long de débattre là-dessus, mais en tout cas, on a fait des tests où on prenait un patient en rééducation qui ne travaillait pas physiquement ses muscles, mais qui travaillait mentalement ses muscles tous les jours. On a pris des cotations sur ses muscles avant et après, et on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration de l'ordre de à peu près 7-8% de masse musculaire juste en travaillant mentalement. Donc tu te dis que c'est ouf, quoi. Ouais. Donc tout ça fait que moi je l'ai utilisé, mais il y a pas que ça, il y a l'entourage, l'esprit d'équipe, la résilience, mais la visualisation est un outil dans le processus de préparation d'un objectif, dans tout. Et ça permet effectivement de peut-être un peu redescendre la pression sur certains moments, parce que t'as déjà tellement fait le film dans ta tête que tu essayes de préparer toutes les éventualités qu'il peut y avoir. Moi, je suis un peu comme ça, ouais. J'aime bien anticiper. Toi, tu utilises la visualisation ou pas ? Ouais, beaucoup. C'est vrai ? Mais parce que je suis très... c'est un peu mon côté contrôle fric, alors je sais pas si ça... Mais j'ai besoin de savoir, de me projeter. Toi, si tu le fais pas, tu te sens mal ou pas ?
Enfin, je veux dire, tu as plus de pression. Ouais, sincèrement. En tout cas, c'est un moyen de m'apaiser pour moi. J'ai visualisé notre interview aujourd'hui. Ok. Tu vois, je me Pourquoi suis mis dans stressée ouais, un peu impressionnée. mais en tout cas, si, ça m'aide. Et moi, j'ai l'impression de maîtriser la situation dans ces cas-là. D'accord. Alors, ça se passera peut-être pas comme ça le jour J, mais en tout cas, ça aide. Donc, ouais. Donc, tu vois, moi, je vais pas l'utiliser comme toi. Ouais. Je vais l'utiliser plus, pas forcément pour m'apaiser, tactique, mais plus pour réaliser la performance. C'est ça. Tu vois, moi, je visualises la victoire ou voilà, bah carrément. Ouais. Mais faut savoir que les gens qui nous regardent, qui vont écouter, tu te dis la visualisation, ça paraît tellement. C'est un peu lunaire. Ouais, on dit le pouvoir de la manifestation, manifeste quelque chose qui arrive et ça arrivera. Bon. Et c'est pas comme de la musculation. Oui. Le fitness, tu vas courir, tu vois tes performances s'améliorer très vite et concrètes. Et là, en fait, c'est tellement long et tu peux pas, tu peux pas le quantifier sur le moment et tout. Donc c'est très compliqué. Okay. Donc c'est pour ça que les gens abandonnent et laissent de côté très vite. Ils en font peut-être, ils font 3-4 visualisations, maximum 10, et après ils mettent de côté, alors que c'est sur l'endurance qu'il faut aller chercher la visualisation. C'est comme la méditation ou toutes ces choses-là. Si tu t'entraînes les gens se disent ça marche pas, j'arrête. Voilà, c'est ça. Mais je leur dis mais attends, ça va pas venir comme ça, il faut 6 mois minimum, 1 an, et les résultats tu les verras. Tu vois, c'est des rencontres, c'est des choses qui vont se passer dans ta vie. C'est pas un truc soudain, tu vois. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est un cheminement, un processus un peu. On va passer directement à 2024 et au dernier exploit que t'as réalisé. Quand même assez dingue. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont aussi de la région, c'est un événement qui ramène énormément de monde. Moi, je trouve ça assez fou de se dire que tu as pris le départ de l'Enduropal du Touquet sur une moto à une vitesse de 170 km/h. Voilà, rappelons-le quand même. J'ai vu ce départ. On te voit arriver en seconde position, prendre ensuite le all shot. Ouais. J'ai bossé, hein. Ouais, je vois. J'ai bossé. Et tu te dis, mais, truc de fou. Tu n'as pas tes jambes pour te porter. Tu remontes sur une moto. C'est la première fois ou à peu près. Ouais. Et raconte-nous, ce que tu ressens de cette étape. Est-ce que tu te rends compte, en plus de ce que tu as réalisé, vraiment? Est-ce que tu es dans ta bulle un peu? Alors, et pourquoi tu as eu ce besoin de faire cette course? Le départ. C'est ça, de faire ce départ. Alors, c'était c'est une course que je n'ai jamais pu faire, pour commencer. Parce que je n'avais pas l'âge à l'époque, parce que quand j'avais juste l'âge, je pouvais pas avec mes contrats, parce que c'est une compétition c'est une très belle compétition, qui est l'une des plus grandes compétitions au monde, mais et difficile également. Difficile. C'est 1300 pilotes, mais fallait avoir le permis à l'époque, et moi j'avais même pas 18 ans quand je pouvais faire cette compétition. Après j'étais sur les grands prix, c'est un autre format, donc je pouvais pas le faire. Et donc j'ai toujours eu ce regret dans ma vie. De ne pas avoir pu faire cette compète qui est chez moi. Donc je m'étais dit de quelle manière un jour je pourrais faire cette compétition. Et je me suis dit je vais aller voir. Ça a toujours été dans un coin de ma tête après l'accident, hein, donc j'y pense déjà juste après l'accident, mais je me rends compte avec mon handicap ça va être quand même assez c'est un peu lunaire. Et au fur et à mesure des années, je commence à refaire un petit peu de vélo, même si je progresse pas sur mes muscles, mais je recommence à faire un petit peu de vélo. Je recommence à faire un petit peu de moto électrique, mais vraiment en balade. Et du coup, ça commence à trotter dans ma tête. Et je décide d'aller voir en 2022 le départ du Touquet. En plus, j'ai des copains, etc. Donc j'en profite pour revoir pas mal de gens du monde de la moto. Et je me dis, je vais regarder si je suis capable de faire ce départ avec mon handicap, avec les procédures de départ, etc. Comment se passe le convoi pour aller sur la plage, etc. Donc t'étudies tout, quoi. T'es là-bas, tu fais du repérage. Donc là, je fais du repérage.
dans ce fameux convoi, en fait, je suis dedans en tant que spectateur. Donc, je vois comment ça se passe. Je vais jusque la grille avec le 4x4. J'arrive sur la plage, je regarde la procédure de départ. Et là, je me dis, franchement, je pense que je peux le faire. Et donc, je contacte les organisateurs 6 mois plus tard. Je leur dis que j'ai un projet. Je leur dis que je ne sais pas quand je vais le faire, mais que j'ai un projet. J'attendais vraiment qu'il y ait de mettre en lumière ce projet avec un média, etc. Ok. Et il s'avère que j'étais en discussion déjà avec quelques gros médias pour faire un projet sur une plateforme et un film documentaire. Et donc, je leur demande si c'est possible de trouver des adaptations, etc. On me dit que oui, qu'on fera en sorte que ça se passe bien. Donc là, je me dis, quand j'aurai le feu vert de mon doc, j'irai voir les orgas pour dire, maintenant, on peut travailler concrètement sur le projet. Donc, tout était prêt, et donc... Alors, excuse-moi, je te coupe, mais ça prend combien de temps à préparer? Du coup, tu t'as mis... Ça prend... 1 an, plus? Tu vois, je suis allé voir en 2022, j'ai fait le projet en 2024. On peut dire 2 ans, mais finalement, entre le go officiel du projet et la réalisation, il y a eu que, je dirais, 4 mois. D'accord. Ah oui. C'est vraiment le... short de fou, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Mais comme j'avais déjà anticipé tous les problématiques avec le fait d'aller voir le convoi, comment ça se passe il y a 2 ans, parler aux orgas, etc., tout était prêt à dégainer, quoi, tu vois. Et en fait, donc, il s'avère que je rencontre la production, Media One, avec Réservoir Prod aussi, et je leur explique le projet. Je parle du projet à Stéphanie Pilonka, et en fait, elle me dit, mais c'est génial, faut pas qu'on loupe ça. Et je leur dis, voilà, moi j'ai 33 ans, il faut pas que... c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Parce que je vais pas le faire dans 3 ans ou dans 5 ans, parce que j'ai d'une part mes copains avec qui je veux le faire, ça peut être une super image, et d'autre part parce que le handicap me rattrape, et moi je vais être encore en forme pour tenir la moto, quoi, et réaliser ce projet. Et donc, j'ai le feu vert de la prod, donc ça, tout ce process-là se passe en 2023, début 2023, avril 2023. Et on doit avoir le go avant septembre 2023. Donc, je peux te dire, pour qu'une prod vende le doc, monte l'équipe et trouve les financements... C'est clair. La réalisatrice, elle m'a dit, mais attends, mais là, tu te rends pas compte, c'était lunaire, on a été super vite. Et donc, j'ai le feu vert début septembre. Non, même pas. J'ai le feu vert en disant que la ligne éditoriale est en accord avec ce que veut faire Canal+. D'accord. Donc, on a le feu vert sur ça. Mais on n'a pas encore les financements. Donc, admettons, si les financements se passent pas, tout tombe à l'eau. Même si ça passe dans la ligne éditoriale, Canal achète le doc et tout. S'ils ont pas, il y a pas les financements, on fait pas le projet. Et donc, tout de même, je prends le gros risque de me dire, j'engage tout avec les manufacturiers et l'organisation. Tu te lances quand même. Mais là, je me dis, mais je suis obligé parce que le timing, mais c'est hyper chaud pour moi parce que je m'engage sur des choses avec les marques en disant, je vais faire ci, je vais faire là. Et ça se trouve, je vais dire, non, ça sera l'année prochaine. Donc, je me dis, tendu. Paris. Là, c'est risqué. Donc là, je commence à monter tout le projet. Je fais volontairement traîner parfois un peu les choses parce que je sais que j'attends encore ce fameux go de la production pour les financements. Du coup, je monte quand même avec la marque. Ils me disent, oui, on peut bien t'accompagner, c'est ok là-dessus. Parce qu'imagine, je vais voir la marque, ils montent tout et je leur dis, non, je le fais pas cette année. Attends, ils vont me dire, tu rigoles, toi, Axel. C'est clair. Même leur gars, il y a tellement de choses. Ouais. Et donc, je crois que c'est 4 octobre 2023. J'ai un appel à 8h du matin, Eve Ewing, qui est la boss de la production chez Réservoir Prod. Elle me dit, écoute Axel, bonne nouvelle, on a le go. Donc là, je me dis, mais là, d'une part, je me dis, heureusement que j'ai engagé toutes les discussions avec les marques et les orgas, parce que sinon, j'aurais été trop short sur le timing. Et d'autre part, là, je me dis, maintenant, ça y est, c'est concret, on y va, quoi. Et donc là, je commence à développer une moto pour que je puisse rouler malgré le handicap. Donc, difficile de développer la moto, mais on y arrive. Je devais faire ça sur une moto donc qui était électrique. Et on se rend compte, lors des premiers tests, que la moto ne fonctionne pas et que ça pourra pas le faire pour l'Enduropal du Touquet. Okay. Donc là, on est 2 mois avant l'échéance.
Et là, je pourrais pas prendre cette fameuse moto électrique. Donc là, je me retrouve sans moto. Ok, t'as fait tes entraînements, ça le fait pas, et là tu te dis... Moi ça va, mais c'est la moto qui fonctionne pas. Elle se met en panne, il y a de la surchauffe, on appelle les ingénieurs en Suède, ils peuvent pas trouver de solution avant 1 an et demi, donc littéralement impossible. Alors... Donc là, je me dis, mais je comment tu sors une moto de ton chapeau? Donc là, je vais voir les orgas avec qui... je vais voir Yamaha, avec qui j'ai roulé quand j'étais jeune, que je connais très bien. J'ai failli rouler pour eux pour être professionnel sur le Touquet, justement, et c'est pas fait parce que je voulais plus aller aux États-Unis. Et je leur explique la problématique, je suis cash. Et là, je leur dis, on a 1 mois et demi. Et là, super. Le boss, il me dit, Axel, tu fais partie de la famille, on y va. Génial. Et là, donc là, énorme soulagement. Je me dis, trop bien. J'ai un mécano à disposition. On commence à développer la moto. Je dois, par contre, après passer une échéance avec ma licence parce que je dois démontrer que je suis apte à ne pas être un danger pour les autres et pour moi-même, relever la moto par mes propres moyens, faire plein de choses. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est une échéance qui est énorme pour moi. Mais la moto n'est pas encore prête parce qu'on l'a pas encore développée. Et donc là, on est en décembre. Et donc on est à 1 mois et 15 jours du Touquet. La moto n'est pas prête. J'ai pas encore ma licence, mais je dois être sur le Touquet. Et maintenant, j'ai la pression de la production qui me dit, mais attends, nous, on a commencé à tourner, ça doit se faire cette année, quoi. Donc là, j'ai une pression de malade. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je prends de la hauteur, je me dis, bon, il y a quand même plus grave, etc. On va trouver des solutions. Et donc, on développe la moto in extremis, je reçois des pièces des États-Unis et je passe ma licence, tout est OK. Donc là, un énorme soulagement, une première étape. Encore une étape. Et l'étape suivante, c'est maintenant de voir si je suis apte à tenir la moto. Donc pareil, je fais des tests, on commence à bien développer la moto, commence à se poser des problèmes parce que la moto cale un petit peu, il y a des problèmes techniques, etc. Mais j'arrive à tenir la moto, donc je suis assez confiant sur moi, un peu moins confiance en la moto, mais l'équipe a fait un super boulot et finalement on arrive le jour J où la moto fonctionne. Dingue. Et là, on est sur l'échéance le jour J et là beaucoup de pression parce que voilà, c'est 1300 pilotes qui vont être derrière moi. Mais c'est ouf. Ouais. C'est oui. C'est un truc de fou. Je l'ai vu sur l'écran. Ouais. Donc il y a aussi le problème de l'orga où ils retournent un peu leur veste, où finalement ils veulent plus que je parte avec tout le monde, mais ils veulent que je parte dernier. Donc dans la production, c'était pas. C'est la première fois qu'ils devaient gérer une demande pareille. Oui, c'est la première fois. Ouais, et du coup, ils ont peur du handicap, mais c'est pas ce qui est prévu dans le scénario, quoi. Je veux dire, moi j'ai tout prévu pour partir avec tout le monde. Et eux me disent, non, tu partiras dernier. Mais je dis, mais attends, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. La prod qui appelle en catastrophe. Ça a été, à la télé, tu vois la réussite, mais tu t'imagines même pas. À l'envers du décor. Voilà, c'est pour ça que je te questionne. Ça a été un truc de fou. Donc, 10 jours avant le Touquet, on me dit, Axel, tu partiras dernier. Je dis, attends, mais moi, c'est pas mon projet, quoi. Moi, je suis là pour performer avec les valides, envoyer un message fort, hashtag je peux 2024. Et là, faut trouver une solution. Et donc là, il y a des débats, beaucoup de lobbying aussi. Bref, on arrive à trouver un entre-milieu, un milieu, quoi, un agreement où ensemble, ils me disent, OK, tu peux aller au départ, mais nous, on ne donne pas forcément d'avantage. Parce qu'on veut pas que les autres disent que t'as un avantage. Je me dis, mais attends, je suis handicapé. Qui va lever Mais carrément, personne. Mais ils me disent, non, pour l'image, c'est pas l'image du sport. Donc voilà, t'auras juste le droit d'être avec les premiers. Donc il y a un groupe de 50 qui est privilégié pour aller sur la grille de départ avant les autres 1300 pilotes. Mais ils me disent, c'est tout, t'auras pas de place qui est prévue sur la grille, t'auras personne qui pourra t'accompagner, etc., etc. Et moi, je me dis, j'y vais. Ok. Tant pis. Solo. Et comme je m'étais senti pas mal aux entraînements, j'étais confiant, tu vois. Cette notion de confiance est hyper importante. Et donc, je me dis, j'y vais. Et donc là, j'y vais et voilà. Et donc, on monte tout le projet, énormément de médias. Ça a été assez épuisant parce que ça a été, sur les dernières semaines, beaucoup de médias, beaucoup d'entraînements. J'étais épuisé. J'étais vraiment fatigué quand je suis arrivé au Touquet. Donc, j'étais épuisé vraiment au fond de moi pour ce défi. Et voilà, ça a été une réussite. Il t'a tout donné. Tout s'est enchaîné comme il fallait. Et je pars deuxième devant les 1300 pilotes. Même mes potes les plus proches m'avaient dit, si tu pars 20e ou 30e, et ils me disent, mais tu te rends pas compte, ce serait fou. Moi, je leur dis, mais non, je suis là pour être performé, les gars. Personne croyait en moi. Vraiment.
À part Arnaud Demester, qui est le recordman de victoire, qui lui me connaît très bien. Mais les autres, ils me disent, mais attends, non, t'es fou. Ouais. T'es fou, Axel. Mais impressionnant. Et ça s'est fait. Donc ça a été un travail d'équipe, encore une fois, parce que chacun amenait à pierre à l'édifice dans ce projet. L'équipe Yamaha fait un travail extraordinaire. J'ai eu une attachée presse qui était là, qui a fait bien plus que son boulot, Manon, et elle m'a énormément apporté dans ce projet. Il y a eu tout le monde m'accompagne, ma famille, mes amis, et ça a été un événement qui a été assez fort parce que au Touquet, tous mes fans et gens qui me suivent et partenaires ont pu venir sur place, contrairement à, par exemple, au Dakar où t'es à 10 000 km de chez toi, à l'étranger, ils peuvent pas venir. Donc là, il y avait une ambiance qui était de folie. Mais c'est ça. T'as tous tes proches. Donc c'était fou. Ouais. Le Touquet, bon, tu connais, hein, c'est 600 000 spectateurs. Je passais dans les rues, des gens qui me connaissaient d'avant, criaient Axel. Enfin, c'était. À la maison. T'imagines, j'arrive en fauteuil roulant pour monter sur une moto, les gens me disent il est fou. Parce que ce sont des filles, il est dingue. Donc ouais, ça a été voilà, beaucoup d'émotions et j'ai été vraiment très épuisé derrière ce projet. En plus, je suis parti direct en conférence à l'étranger, au Moyen-Orient, le lendemain du Touquet. Donc j'ai eu du mal à m'en remettre. Et là, je commence à tout doucement me ressortir la tête de l'eau. Ouais, t'as la pression qui retombe, j'imagine. Mais en tout cas, une performance de dingue. T'as dû être aussi transcendé par ce que t'avais fait et le message fort que tu passes. Tu parles de confiance. Toi, comment tu l'as construite, cette confiance, à chaque fois, ces défis que tu arrives à passer, et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à surmonter certains défis ou à se lancer dans leurs rêves? Alors, moi, les victoires m'ont donné confiance en moi. C'est important. Ensuite, l'entourage, c'est important. Mettre de côté un petit peu les personnes négatives. Je sais pas quand tu t'es lancé ou en tout cas, il y a peut-être des gens qui t'ont dit mais t'es folle, exactement. Qu'est-ce que tu fais, tu sais pas ce que tu perds, etc. Et ça évidemment ça va pas aider ta confiance. Donc ça c'est quelque chose à mettre de côté déjà. Après important aussi de faire quelque chose qui nous anime au quotidien, ce qu'on aime, parce que quand on fait ce qu'on aime, on est passionné, on est plus performant. Et voilà, donc ça aide énormément. Donc encore une fois, j'ai pas de recette miracle là-dessus, mais je dirais que pour booster cette confiance, voilà, c'est tous ces ingrédients. Donc déjà, commencer par avoir des gens qui arrêtent de nous casser et mettre des croyances limitantes. Tu vois, si demain tu dis tiens, moi dans ce projet, typiquement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit non, t'es fou, la confiance elle pourrait être comme ça, mais là, j'ai eu une telle confiance avec tout ce qui m'est arrivé avant et le background que voilà. Mais si t'écoutais les gens, j'aurais rangé la moto au garage, je serais pas parti. Donc c'est important dans les projets entrepreneuriales, etc., de savoir se lancer des objectifs réalistes, pas trop parfois ambitieux parce que tu peux tomber de haut si tu n'y arrives pas et tomber dans une dépression et peut-être tomber dans un schéma où tu te dis que t'es pas apte, que t'es une mauvaise personne, que t'es nul, alors que c'est pas vrai. Mais tu peux tomber dans cet état-là. Donc c'est important de savoir se mettre des objectifs réalistes. Ça, c'est important. Donc pour mettre des objectifs réalistes, il faut savoir bien se connaître. Pour bien se connaître, il faut savoir prendre le temps de se connaître. Prendre le temps sur soi, du recul, etc. Et ça, les gens aujourd'hui, malheureusement, prennent de moins en moins de temps. Et tout va de plus en plus vite. Donc, c'est important de prendre du recul sur des situations comme ça. Super conseil, Axel. Et alors, moi, j'ai une question qui m'a été soufflée. Non, pas du tout piège, mais qui m'a été soufflée. Pour des personnes qui sont hyper admiratives de tout ce que tu entreprends, c'est quoi une journée dans la vie d'Axel? Genre... une journée type. Mais il y a certainement pas de journée type, mais en tout cas, j'imagine qu'il y a des entraînements. Quelle hygiène de vie, comment tu places aussi. On parle de bien-être, on parle de s'écouter. Comment tu places ce bien-être aussi dans ta vie, ton hygiène de vie au quotidien. Enfin, comment tu vis entre tous ces défis sportifs, toutes ces attentes aussi que on a peut-être envers toi, que tu te mets. Quand il y a les défis, c'est des mois qui peuvent être vraiment intenses sur une certaine période et ensuite un peu plus calme physiquement parce qu'on est plus sur... moi, j'interviens beaucoup en anglais à l'international ou en France aussi
sur les thématiques de la résilience, motivation, dépassement de soi, performance, esprit d'équipe. Donc je fais beaucoup d'interventions en entreprise. Donc c'est rythmé par à la fois les entraînements, ces conférences, la préparation des projets. Donc c'est beaucoup d'organisation pour savoir ne pas perdre du temps ou mettre d'énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine ou qui vont me faire perdre du temps. Donc c'est beaucoup, surtout avec mon handicap. Mon handicap, je suis obligé d'anticiper beaucoup de choses et je gaspille beaucoup d'énergie juste pour me déplacer. Donc il faut savoir anticiper tout ça. Et est-ce qu'il y a de la spontanéité? Est-ce que tu estimes du coup avoir une vie très rodée, très, stricte? Alors moi, je suis assez strict avec moi-même. Donc, est-ce que tu veux dire, je sais pas, je suis quelqu'un qui me couche assez tôt, qui va par exemple, pas forcément sortir ou si je sors, mais je sors déjà beaucoup avec tous les événements et tout, mais quand je suis chez moi, j'aime bien être chez moi et me reposer et profiter des instants présents aussi de la vie. Alors je travaille énormément parce que rien n'arrive sans rien, mais j'arrive, je pense ma capacité c'est vraiment, l'un de mes atouts, c'est de savoir être ultra concentré sur un moment précis. Donc ça pouvait être dans le sport, etc. Et donc cette capacité me permet d'être très performant au boulot, par exemple sur, je vais dire une connerie, 3 heures d'affilée, je vais être concentré mais full focus sur des tâches. Et donc ces tâches-là que certaines personnes peut-être vont mettre une journée ou 6 heures pour les faire, je vais peut-être mettre 3 heures. Du coup, ça me permet après de libérer du temps pour faire autre chose, tu vois. Et ça, je pense que c'est des choses que j'ai vraiment développées à la fois en tant qu'athlète de haut niveau et après sur ma rééducation où il fallait que je sois focus sur des séances de kiné, etc. Et d'être ultra performant sur ces moments donnés, me permet de réduire le temps de travail et j'ai pas je suis pas distrait je suis vraiment concentré sur ce que je fais, quoi. Je vais pas aller regarder Instagram, je vais pas aller boire un café, fumer une clope ou ah non, ça moi t'oublies, je suis c'est ça. Si je commence à 6 heures, 6 7 8 9 à 9 heures, j'ai enchaîné énorme, presque quelqu'un pourra voyager sur une journée. Et je peux me lever très tôt pour après avoir le reste de la journée libre. C'est ça. Donc tu fais quand même attention à toi, tu dois être bien pour mettre en place pour ton sport, pour tes défis. Donc, tu fais attention à ton sommeil, tu fais attention à avoir toute cette rigueur aussi. T'as rien sans rien, tu manges bien. Je suis quelqu'un qui m'entretient physiquement. Je fais, j'essaye d'être le plus en forme possible. C'est ça. Avec le recul, tu dirais aujourd'hui, alors c'est peut-être une question un peu bateau, mais le handicap, tu le vois comme quelque chose que tu as dû surmonter et avec lequel tu dois faire, ou finalement une force dans tout ce que tu accomplis aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à dire que ça en est devenu une force? Je sais pas, parce que déjà avant avec le sport, je devais être fort mentalement et faire énormément de choses. Est-ce que ça a décuplé mes forces mentales? Sûrement. Est-ce que j'aurais été aussi fort avant? Je sais pas. Je pourrais jamais le dire. Mais en tout cas, le handicap, en tout cas, m'a obligé à m'adapter. C'est ça. D'être agile. C'est vrai, hein? Ouais, exactement. D'être agile dans toutes sortes de situations. Donc, en gros, je vais pas dire que rien n'est un problème, mais en tout cas, les petits problèmes du quotidien ne le sont plus. Carrément. Voilà. Donc, l'agilité, c'est un de mes points forts aussi. Et ça, c'est les handicaps qui m'ont quand même pas mal appris. Anticiper, être agile, etc. Ok, super. Écoute, je vais conclure je pense qu'on a déjà énormément parlé. Je conclue par une petite question. Est-ce que tu as un mantra qui guide ta vie? La petite phrase, un petit truc que tu te répètes, que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent et qui peut... toi qui te booste au quotidien. Moi, je dirais... je répéterai un peu ce que je dis tout à l'heure, profiter de l'instant présent et on a tous tendance à vouloir aussi jeter notre dévolu dans les choses matérielles. J'en sais rien, un nouvel iPhone ou quelque chose comme ça. Et on oublie que la base de la vie de chacun d'entre nous, c'est quand même d'être heureux, le bonheur. Donc, avant toute chose, trouver le bonheur. C'est la base de chaque être humain. Donc,
Ça, c'est ce que j'essaye de me répéter en priorité, parce que si on est heureux, on réussit beaucoup de choses, on a la confiance, on est plus performant, etc. Donc, revenir à la base, être heureux. Ouais, super. Et est-ce que tu lis, Axel ? Est-ce que tu as un livre à conseiller, ou si c'est pas un livre, un film, quelque chose qui t'a inspiré récemment et que tu as envie de partager ? Alors j'ai mon livre 28 principes pour rebondir, Axel Laletru, et voilà, je donne des tips dedans. Et est-ce qu'il y a un film qui m'a inspiré? Oui, il y a pas mal de films qui m'ont inspiré. J'ai notamment ce film en tête, je sais pas si tu l'as déjà vu, avec le fondateur. C'est le mec qui a fondé McDo, en gros. Ouais. C'est ce film-là. Je l'ai pas vu. Et en fait, c'est un gars qui, toute sa vie, fait face à des échecs. Et il n'arrache rien, malgré tout. Et il se relance. Et lui, il est en termes de résilience extraordinaire aussi, parce que il fait face à un échec, et il recommence, puis il se fait piquer de son idée de McDo, etc. Puis après, il reprend le concept. Finalement, je crois que c'est à 65 ans, il arrive à l'apothéose, et là, il fonde McDo et toutes les franchises, et il fait un truc que tout le monde connaît avec McDo, parce que c'est international, c'est un truc de malade. Mais je veux dire, quand tu vois cet acharnement et que le gars ne doit rien lâcher, ça m'a énormément inspiré, parce que je me retrouve là-dedans avec la rééducation, où j'ai dû rien lâcher chaque jour. Et donc quand j'avais vu ce film, ça m'avait marqué, parce que tu te dis on n'a rien sans rien, mais il faut rien lâcher non plus, quoi, parce que on fait tous face à des échecs, des complications et des moments de vie. On est tous êtres humains, hein. Je suis comme vous, comme les autres, mais la différence, c'est que moi, je vais pas lâcher, je vais trouver des solutions quand il y a des problèmes, je vais m'adapter, être agile et être résilient s'il y a des échecs, et continuer à focus sur mon objectif, tout en ayant un objectif qui soit réaliste par rapport à mes capacités. C'est ça. La clé, je pense, c'est savoir rebondir, exactement. Voilà. Quand on a déjà réussi autant de choses, quels sont tes futurs projets, si tu peux nous en parler? Quelle est un peu ta vision là dans les mois là, on est encore en plein tournage avec Canal. Ouais. Plus. Donc c'est un film documentaire d'1h30 sur ma vie, donc avec le fil rouge du Touquet. Donc c'est un super projet, ça va être génial. Et il sortira quand? En 2025. Ok. Génial. Voilà. Après, là, je suis en train de faire aussi un livre avec Albin Michel, donc une grosse maison d'édition. Et après, les objectifs, ils viennent un peu au feeling. J'ai des objectifs un peu où j'aimerais toujours dans le partage de mon histoire, mon parcours à travers des interventions, mais un peu plus. Donc voilà. Mais comme je dis souvent, c'est important de garder ces objectifs un peu pour soi. Je sais pas si c'est un peu de la superstition mais en tout cas, d'une part pour ça, d'une part parce que si tu le dis, les gens vont dire, non, lui il rêve, comme par exemple si j'avais dit avant de le faire. Voilà, avant de le faire, non mais attends, mais taré. Donc voilà, donc c'est important de les garder pour soi. Donc voilà, beaucoup de choses mais t'en as encore en tout cas. J'en ai encore. T'as encore de la suite dans les idées. Ouais, j'en ai encore quelques-uns. Super. Après, avant de passer à autre chose. Bon, c'est génial. Donc, si on veut suivre, toutes ces aventures-là, c'est tes réseaux sociaux. Oui. Et, comme tu le disais, un documentaire bientôt qui voilà, sortira. En 2025. Donc, on fera une avant-première d'ailleurs au Kinépolis. Ah, génial. Même si c'est pas sur Canal, on fera une avant-première au Kiné, donc, à l'Homme. Et donc, j'ai le Kiné possible, mais ce sera dans le Nord. Je sais pas où, mais je pense que ce sera là-bas. Ah, bah, génial. Voilà. Donc, un gros doc avec pas mal de choses, inspirantes. Et on restera à l'écoute de ces actus et de ces dates clés. Merci 1000 fois pour ton temps aujourd'hui et pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que si les gens veulent continuer à suivre l'aventure, qu'ils n'hésitent pas à me suivre sur Instagram, Axel Laletru ou les autres réseaux, avec plaisir. Parfait, je mettrai tout en lien du podcast. Merci. Salut Axel. Allez, salut.